avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, nous plongeons dans une discussion profondément enrichissante avec mon invitée Capucine Coudrier. Capucine a 23 ans et une carrière déjà bien remplie. Fraîchement diplômée en communication et médias, elle a également approfondi ses connaissances en santé sexuelle. Animée d'une forte volonté de s'engager socialement, Capucine s'implique depuis plus de 3 ans dans le militantisme sur les réseaux sociaux, où elle est connue sous son pseudonyme Over the Rainbow, donc Over comme l'organe, et dans le podcast du même nom. Elle y diffuse du contenu d'actualité avec un accent particulier sur la cause féministe et LGBTQIA+. Capucine n'a pas d'enfant, mais a le désir d'en avoir. Nous échangerons sur la façon dont elle se projette dans une future maternité. Je sais pas si vous vous rappelez ce que vous imaginiez avant de devenir parent. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant, en échangeant avec Capucine, de me dire, tiens, et si elle venait nous parler de comment est-ce qu'elle imagine sa future parentalité, histoire de nous replonger dans ces projections que nous, on pouvait faire aussi. Pédagogue dans l'âme, elle utilise sa plateforme pour sensibiliser ses abonnés aux violences conjugales, un sujet qui la touche personnellement en tant qu'ancienne victime. Capucine souhaite transmettre son expérience et ses connaissances, notamment à travers son ouvrage « Qui suis-je ? Corps, sexe, éducation, identité, toutes les réponses à tes questions », qui s'adresse aux adolescents en quête d'identité. Vous pourrez découvrir son parcours, sa curiosité intellectuelle sur la grossesse et ses vues tranchées sur l'éducation non-genrée dans cet épisode. Au cœur de notre conversation, Capucine nous ouvre les portes de ses réflexions intimes, qu'il s'agisse de la contraception, la préparation à l'allaitement ou son désir partagé avec son compagnon d'embrasser la parentalité. Elle soulève des questions importantes sur la gestion des responsabilités parentales et le maintien d'un équilibre dans l'éducation des futurs enfants. Tout au long de cet échange, nous explorerons comment Capucine et son partenaire s'orientent vers des choix éducatifs respectueux et attentifs, tout en envisageant activement un accouchement physiologique. Elle aborde également la nécessité pour les parents d'être des modèles d'expression des émotions pour leurs enfants et discute de l'importance d'aborder la sexualité de manière ouverte et soutenante. Nous évoquerons l'impact significatif du cercle éducatif élargi sur les enfants, ce fameux village qui nous entoure, et l'importance de ne pas céder à la pression non plus de la perfection parentale. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre appli préférée, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir bien sûr en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Capucine, au hasard d'une conversation, je crois sur les réseaux, tu me disais que tu voulais faire un enfant un jour. D'où te vient ce désir ? Je vous souhaite une bonne écoute. Je me suis jamais trop demandé d'où ça me venait, dans le sens où ça a toujours été un peu évident pour moi. J'ai jamais eu trop de questionnements de est-ce que je veux un enfant ou pas. Enfin, en fait, j'ai toujours grandi en me disant je sais que je veux des enfants. Je me suis posé la question, je pense, quand j'avais entre 16 et 18 ans, où je me suis dit, parce qu'en fait, souvent, on grandit, on se pose même pas la question. Et là, je m'étais dit, en fait, est-ce que je veux vraiment un enfant ou est-ce que je veux juste un enfant parce que c'est normal ? Et au final, il s'avère que je sais que j'en veux vraiment un, voire même plusieurs, mais ouais, du coup, pour te répondre, oui. Et comment tu sais ? Parce que moi, à 16-18 ans, si tu veux, je me posais pas ces questions-là. Ouais. Moi, je me pose beaucoup de questions dans la vie. J'ai envie de savoir comment tu t'es posé la question et comment tu sais, en fait. Alors, comment je me suis posé la question, ça, je saurais pas trop te dire. Je me pose beaucoup de questions sur le monde d'une manière générale. Et je pense que c'est un peu lié au moment aussi de mon éveil féministe, où j'ai pu voir qu'en fait, il y avait des femmes qui ne voulaient pas d'enfants et qui revendiquaient aussi le fait de pas avoir d'enfants. Ça, c'est aussi lié à tout l'éveil écologique, à se dire, OK, mais je pense que je veux des enfants, mais est-ce que j'en veux vraiment ? Est-ce que c'est pas juste parce que je suis une femme et je veux des enfants ? Est-ce que oui, j'en veux, mais est-ce que c'est raisonnable de faire des enfants dans ce monde-là ? Enfin voilà, c'était un peu tous ces questionnements-là. Et au final, je me suis dit que oui, j'en voulais. Et comment je le sais
Je pense aussi c'est le fait d'être aussi avec la bonne personne, je pense. Je pense que ça aide, même si bon, on sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais là moi ça fait 5 ans et demi que je suis en couple et c'est aussi une personne avec qui je me projette totalement pour avoir des enfants et je pense que ça aide. Je sais que j'ai des copines par exemple qui il y a 3 ans quand on parlait de ce genre de choses en disant plus tard ah là là quand on aura des enfants ce sera marrant, ils seront copains ensemble et tout, où elles disaient ah non mais moi je pense pas que j'en veuille tout ça et finalement 3 ans après elles ont trouver quelqu'un avec qui ça se passe super bien et en fait finalement elles se disent oui bah peut-être que j'ai quand même envie d'en avoir, donc je pense que voilà ça dépend des chemins de vie et tout, mais c'est vrai que pour moi ça a toujours été assez évident. Je crois que je vais un choc générationnel en termes de vision d'adolescence. Alors moi quand j'étais ado, moi j'ai 40 ans donc notre écart d'âge est presque majeur, mais jamais on se posait, enfin en tout cas c'était pas, tu vois, les questions sur le climat et tout, c'est pas des choses qu'on questionnait quoi. Il y avait des sujets politiques, des messages politiques, on écoutait Trio, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas cette réflexion. En tout cas, je sais pas si c'est quelque chose qui est générationnel aussi. C'est toi par rapport à ton environnement et tes relations et comment tu. Je pense que c'est un peu des deux, à mon avis. Certainement un peu des deux, mais c'est assez fou. Et ce désir d'enfant, est-ce que tu sais que tu le partages ou pas avec ton partenaire actuel? Oui, je sais que je partage. C'est vrai qu'on en a discuté quand même assez rapidement, entre guillemets, parce que quand on s'est mis ensemble, on avait 18 ans, donc on était vraiment tout jeunes. Mais je pense que dès la première année, je lui en avais parlé. Pas du tout dans le sens où je veux faire des enfants tout de suite, et voilà, parce que là, j'ai 23 ans et j'en veux pas du tout de suite dans les années proches. Mais dans le sens où je voulais m'assurer aussi que c'était quelqu'un qui avait un peu la même vision que moi sur ce genre de choses-là. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça hyper bizarre de poser ce genre de questions rapidement dans une relation, mais en fait pour moi c'est logique, parce que si on tombe amoureux de quelqu'un et qu'en fait on n'ose jamais aborder ça parce que oh là là ça va peut-être être trop tôt et tout ça, et qu'on se retrouve au bout de 6 ans de couple à se dire en fait il y en a un qui veut absolument avoir des enfants et l'autre pas du tout, comment on fait quoi? Enfin, c'est hyper compliqué. Donc c'est vrai que moi j'ai préféré aborder le sujet rapidement et on était assez d'accord, même si lui il a un peu moins, je pense, cette envie forte par rapport à moi. Mais je sais qu'il a très envie aussi d'avoir des enfants, et même si c'est quelque chose qui le stresse quand j'en parle, il me dit oh là là, m'en parle pas tout de suite, ça m'angoisse. Mais en fin de compte, il a aussi très envie. J'ai écrit un très bon livre pour le rassurer. On a déjà écouté le podcast ensemble, pas patriarcat, on écoute ensemble des fois. Non, mais c'est vrai que ça peut venir chercher plusieurs choses. Mais bon, c'est pas le sujet. Peut-être qu'on fera un épisode ensemble, sait-on jamais, sur quand tu annonceras peut-être une grossesse ou sur comment est-ce que lui se projette. Alors, et justement, en parlant de ça, comment est-ce que toi t'imagines la grossesse? Est-ce que tu t'es renseigné déjà sur le sujet? Est-ce que tu vis juste avec ton vécu, ce que tu as pu observer, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel tu te renseignes déjà? Moi, c'est quelque chose sur lequel je me renseigne déjà. Et encore une fois, je sais qu'il y a des gens, des fois, quand je leur sors des trucs justement sur la grossesse ou ce genre de choses, ils disent mais comment tu sais ça? Enfin, pourquoi tu t'intéresses à ça? T'es enceinte? Tu veux un enfant maintenant? Je dis non, mais pas du tout. Mais c'est juste que, je sais pas, je suis hyper curieuse et il y a plein de choses qui m'intéressent. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, le fait de pouvoir tomber enceinte. Je trouve ça incroyable. Ça m'a beaucoup angoissée aussi, on va pas se mentir, avec les galères de contraception et tout ça, où tu te dis, oh là, j'aimerais avoir un enfant, mais surtout pas tout de suite. Mais par contre, je trouve ça vraiment fascinant, le fait de tomber enceinte. Et du coup, c'est quelque chose où je sais plein de choses dessus, parce que je me suis beaucoup informée. J'ai commencé, par exemple, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans à écouter le podcast Bliss. Maintenant, je l'écoute un peu moins parce que j'ai pas trop le temps, mais j'ai beaucoup écouté ce podcast-là et je trouvais ça fascinant d'apprendre plein de choses. Et puis sinon, je sais pas comment ça arrivait, mais en fait, juste j'aimais bien écouter des histoires de mamans qui racontaient ça, de savoir comment ça marchait. Il y a aussi tout mon côté un peu féministe, de voir comment est-ce qu'en fait le patriarcat a aussi conditionné les regards qu'on porte sur les femmes enceintes, les façons qu'on a de donner la vie aussi, avec la fameuse position gynécologique qui est pas du tout adaptée pour l'accouchement, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et du coup ça, c'est un mélange qui fait que c'est à la fois, je pense, mon engagement féministe, mon intérêt pour le sujet, ma curiosité, qui font que je suis assez renseignée sur le sujet de la grossesse, même s'il y a plein de choses bien sûr que je ne sais pas, mais en tout cas ça me fascine, ça c'est sûr.
Petit aparté contraception, tu dis que c'est quelque chose qui t'a stressé par rapport à la contraception. Ouais. C'est toi qui gères dans le couple la contraception? Oui, enfin ça n'a pas toujours été le cas, mais oui. Mais justement, ça c'est un truc vraiment qui est une peur un peu commune à beaucoup de filles, surtout, parce que c'est elles surtout qui s'inquiètent de ça. Quoique, je pense que mon mec est encore plus angoissé que moi sur le sujet quand j'y pense. Mais en tout cas, avec mes copines, je sais que c'est un truc qu'on partage beaucoup. Moi, j'ai pris la pilule pendant pas mal de temps. Et j'étais tout le temps stressée de me dire mais je sais que c'est possible de tomber enceinte sous pilule, machin, je l'ai jamais oublié, etc. Parce que je suis très comme ça, très organisée. Mais ça m'angoissait quand même. Et puis après, du coup, je suis passée au préservatif parce que je voulais plus d'hormones. Et au final, pour que ce soit un peu plus simple, je suis passée au stérilet en cuivre après un premier échec que d'ailleurs je raconte dans un épisode de podcast sur la contraception. Après un premier échec du stérilet où ça s'était très mal passé la pause, j'en ai remis un. Cette fois-ci, ça s'est très bien passé. Ça fait 1 an et demi que je l'ai à peu près. Et donc ça me convient bien. Et en plus, le fait que ce soit un stérilet au cuivre, j'apprécie le fait aussi d'avoir justement des vraies règles. Parce que le principe sous pilule d'avoir des règles qui sont artificielles, en fait, ça me permettait pas d'être rassurée parce que je me disais tout le temps, ok, j'ai mes règles, mais ça se trouve, je peux quand même être enceinte et avoir mes règles vu que c'est pas des vraies règles. Donc voilà, c'était un peu une angoisse. Et je sais que souvent, je faisais des tests de grossesse, j'avais trop peur. Ah ouais. Et en fait, c'est un truc où il y a plein de filles qui font ça. Moi, je sais que mes copines qui sont sous pilule, tous les 2 ou 3 mois, elles font un test de grossesse pour vérifier qu'elles sont pas enceintes. Enfin, vraiment, je pense qu'on a été un peu traumatisés par des cas de grossesse sous contraception et tout ça, où on a vraiment peur que ça nous arrive. Et voilà. Et j'avais une copine aussi qui était tombée enceinte sous stérilet au cuivre. Donc, ça arrive. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même un sujet d'angoisse. Autant je sais, et j'ai toujours su que je voulais avoir un bébé, autant absolument pas maintenant. Encore maintenant, ce serait un peu moins grave, mais quand même, je voudrais pas. Mais il y a 5 ans, enfin, au secours, genre, c'était pas du tout possible. Et alors, comment tu te projettes, toi, là-dedans? Comment est-ce que tu imagines que c'est la grossesse? J'imagine que ça doit être un chamboulement du corps quand même assez intense. Après, contrairement à certaines de mes amies qui trouvent ça vraiment horrible et qui ont super peur, moi, c'est pas quelque chose qui m'effraie beaucoup. Parce que je me dis que ça se fait depuis des millénaires, donc c'est que ça doit bien fonctionner quand même si des fois il y a des choses qui sont plus compliquées et voilà, on n'est jamais à l'abri que ça se passe moins bien, mais globalement, je me dis que le corps sait faire. Ça me fait pas peur, ça m'angoisse pas plus que ça. Enfin, ça m'angoisse un peu, mais vu que je suis un peu stressée dans la vie de manière générale, je veux dire, c'est pas un sujet qui m'angoisse plus que ça. Je me dis, je le vois comme une expérience en fait. Je me dis, c'est une expérience à vivre. Voilà. Et l'accouchement, tu t'imagines quoi? L'accouchement, c'est aussi... Alors pareil, je sais qu'il y a plein de mes copines, même si elles veulent des enfants, elles se disent « Oh là là, mais accoucher, moi, ça me fait trop peur, c'est un enfer, je veux surtout pas vivre ça et tout ça. » Moi, c'est pareil, il y a certains aspects de l'accouchement qui peuvent me faire peur, mais il y en a d'autres où, quand même, dans la globalité, je me dis que c'est aussi quelque chose que j'ai envie de vivre et que je trouve incroyable et tout ça. Et notamment aussi en me renseignant sur le sujet de l'accouchement, sur l'accouchement physiologique, le fait qu'on peut accoucher avec ou sans péridurale, qu'on peut accoucher accroupi dans une piscine. Enfin, il y a tellement de manières maintenant de faire et je trouve ça trop intéressant et vraiment fascinant. Et toutes les méthodes aussi pour inclure le coparent aussi justement pour qu'il soit vraiment présent et qu'il participe le jour de l'accouchement. Je trouve ça vraiment fascinant et encore une fois, je le vois vraiment comme une expérience en mode j'ai envie de savoir ce que ça fait. Ça doit quand même être incroyable comme sensation. Et l'accouchement à domicile, c'est quelque chose que tu pourrais envisager, tu crois? Alors, accouchement à domicile, je sais pas parce que j'aurais quand même un peu peur si jamais ça se passe pas bien et tout, même si je sais que c'est très rare, mais bon voilà. Je pense que je le tenterai peut-être pas, mais par contre j'aimerais bien pouvoir le faire dans un hôpital qui propose un coin physio, voilà, avec une sage-femme. Enfin voilà, pas faire un accouchement très médicalisé dans la mesure du possible. Après, je dis ça maintenant, ça se trouve dans 5-6 ans, je réécouterai cet épisode et je me dirais non, surtout pas, je veux tout, je veux la péridurale, je veux tout. J'en sais rien, mais pour l'instant, voilà, ou l'inverse.
Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, ma vision du truc, ce serait plus de pouvoir vivre quelque chose le plus physiologique possible, mais rester quand même proche d'un lieu médicalisé si jamais il y a un souci. Il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Naissance respectée sur la plateforme Suzanne qui est intéressant à regarder. Enfin voilà, sur l'accouchement à domicile, plein de choses, mais de toute façon sur on va dire les naissances respectées, en effet, sur les accouchements plus respectueux de la physiologie de la femme aussi, surtout de la physiologie de la femme et du bébé. Ouais, il y a vraiment plein de trucs. Tu disais qu'il y avait des choses qui te font peur. Qu'est-ce qui te fait peur dans l'accouchement là, par rapport à ce que tu sais aujourd'hui? Ce qui me ferait peur dans l'accouchement, ce serait peut-être un peu la douleur. Parce que même si je sais que je suis quelqu'un d'assez résistante à la douleur, je me dis que ça, quand même, ça a l'air quand même de faire sacrément mal. Donc voilà, après, encore une fois, il y a des... Tout le monde a des témoignages différents aussi. Il y en a qui trouvent que c'est une douleur qui est supportable, qu'elles arrivent à gérer, d'autres pas du tout. Enfin, il y a tellement de témoignages aussi que, bon, je pense, encore une fois, ce sera au moment où ça viendra, je m'en rendrai compte. Et ce qui me fait peur aussi, c'est toujours le fait que ça se passe mal. On ne sait jamais s'il y a un problème avec le bébé, s'il y a un problème avec moi. Enfin, voilà, j'ai déjà entendu aussi ou avec le personnel soignant. Si tu tombes sur quelqu'un qui fait des mauvais gestes, Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui sont aussi qui se passent mal, et que, du coup, quand on se renseigne sur un sujet, c'est ça un peu aussi le revers de la médaille, c'est qu'on apprend à la fois plein de choses hyper fascinantes qui donnent envie, et à la fois on apprend plein de choses qui font extrêmement peur. Mais je pense que dans tous les cas, c'est mieux d'être au courant et de savoir, parce qu'au moins on peut être aussi alerte sur certains sujets. Donc voilà, mais ouais, j'aurais peur aussi qu'il se passe quelque chose de mal pour le bébé ou ce genre de choses. Vu que je suis encore une fois assez angoissée de base, c'est sûr que je pense que c'est quelque chose que je vivrais avec beaucoup de stress quand même, mais voilà. Tu sais, en France, on a quand même un discours qui est très très pathologique alors sur la santé en général, mais sur l'accouchement aussi. Donc ça vaudra peut-être le coup qu'à ce moment-là, peut-être tu te rapproches de choses un petit peu plus périnatales, comme des doulas, ouais, carrément. Ça peut être intéressant. Et le postpartum. Le postpartum, gros sujet. Gros sujet. Comment t'imagines ça à la fin avec du coup, j'imagine que t'as dû te renseigner un peu déjà, puis comme je sais qu'on gravite aussi autour de certains mêmes comptes, même certains contenus, t'as dû voir passer des choses. Qu'est-ce que t'en penses maintenant? Tu te dis easy peasy non, ça fait peur un mélange de tout, parce que, encore une fois, et je pense que c'est ça qui est bien d'une manière générale quand on est informé sur les sujets, c'est qu'on voit à la fois ce qui peut très bien se passer et ce qui peut mal se passer. Et du coup, dans tous les cas, si jamais ça se passe mal, par exemple, on sait qu'on n'est pas seul si on fait une dépression postpartum ou ce genre de choses. Donc, je trouve que c'est très important. Donc, comment j'envisage le postpartum? Je pense que c'est une période qui est assez traumatisante pour le corps, parce qu'il doit quand même se remettre de quelque chose de difficile. C'est un sujet que je connais assez bien, parce que du coup, j'ai un de mes clients qui est Jo, qui est une marque de protection périodique bio et soins intimes pour les femmes. Donc un de mes clients de mon agence de com. Je gère la com des réseaux sociaux pour eux, et du coup, ils ont une gamme postpartum. Et du coup, je connais un peu les problématiques des low-chiz, de ce genre de choses, parce qu'elles, du coup, elles ont conçu des serviettes postpartum, des culottes jetables pour le postpartum, qui sont respectueuses du corps des femmes. Je vais bientôt en avoir besoin, du coup. Je te conseille, n'hésite pas, si tu as besoin, Jo, c'est vraiment top. Moi, j'utilise ça pour mes règles, mais vraiment, elles ont une gamme, du coup, pour ça aussi. Et du coup, ça m'a permis, déjà, en travaillant avec elles, de comprendre aussi un peu tout ça, le fait qu'on ait des pertes de sang vraiment très fortes après l'accouchement. Enfin, c'est des choses qu'on connaît pas forcément, et même je le voyais du coup en gérant la com sur les réseaux sociaux pour cette marque, qu'il y a plein de futures mamans aussi qui disaient comment ça, personne m'a prévenu, je vais avoir besoin de mettre une couche. Donc voilà, donc ça par exemple je ne savais pas, donc ça pouvait m'angoisser un peu, mais ça va du coup, parce que je vois qu'il y a des choses maintenant qui existent pour mieux vivre cette période-là. Et sinon, c'est plus l'aspect psychologique aussi, parce que c'est un gros chamboulement dans une vie. Donc, bien sûr, on se dit, qu'est-ce qui se passe si j'aime pas mon bébé, si j'arrive pas tout de suite à l'aimer, si je culpabilise, moi, c'est pareil, par exemple, j'aimerais bien essayer d'allaiter, mais je me dis, si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais m'en vouloir? Est-ce que, même si j'essaie de me préparer un maximum à plein de choses, même très en avance d'avoir un enfant, quand même, c'est des choses auxquelles je pense. Donc, je pense que c'est une période qui est compliquée, et qui est pleine de chamboulements. Et moi, quelque chose qui me fait peur, mais que ce soit pour le postpartum ou le fait d'avoir un enfant tout court, c'est le sommeil. Parce que moi, je dors beaucoup. Non. J'ai besoin de beaucoup de sommeil.
Mon copain aussi dort beaucoup. On est des gros dormeurs tous les deux. Non. Et du coup, je me dis, oula. Non, j'ai pas de vente du rêve. Ça va, hein, ouais, je sais. Du coup, c'est une angoisse un peu. Je me dis, oula, il faut se réveiller la nuit. Il faut des fois pas dormir. Je me dis, ça va être Alors, compliqué. pas dormir, pas dormir du tout, ça va dépendre. Il y a des gens qui... ouais, ça va dépendre des nuits aussi. Hein. Ouais. Il y a des fois où tu as. Et puis ça va dépendre des enfants, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais le sommeil, non, c'est pas. Non, faut pas se mentir, tu vois. Ah, mais je sais. Tu vois, au moment où on enregistre, normalement, 2-3 mois, il y a un nouveau bébé à la maison. Je n'ai aucune illusion sur mon sommeil. Ouais. Mais je sais pas si, tu vois, il y a un truc un peu d'instinct ou je sais pas, quand tes parents t'arrivent à survivre sans dormir ou non, alors il y a des passe. choses qui existent ça s'appelle la nature. Notamment, tu vois, tu parlais d'allaiter. Oui. Tout va aussi dépendre de vos choix parentaux, tu vois. Est-ce que ça, justement, ça allait être ma question suivante, tu as parlé un peu d'allaitement. Alors sur l'allaitement précisément, comment est-ce que tu t'imagines ta préparation à l'allaitement? Déjà, est-ce que tu t'imagines te préparer à ça? Oui, évidemment, je m'imagine me préparer à ça. Je m'imagine, me connaissant, lire tout ce qui existe sur le sujet et suivre tous les comptes Insta qui existent sur le sujet pour être absolument bien renseignée. Enfin, on parlait de doula, par exemple. Me renseigner auprès de personnes dont c'est vraiment le métier pour savoir comment ça va se passer et pour surtout ne pas avoir de regrets après en me disant je savais tout ce qu'il fallait faire, etc. Et si ça n'a pas marché, c'est juste que ça devait pas marcher et c'est pas de ma faute. Et voilà. Donc, je pense qu'il faudra bien préparer ça. Mais oui, ça, par exemple, c'est un truc que j'anticipe. Est-ce que tu connais le pourcentage de femmes qui, physiologiquement, ne peuvent pas allaiter? Non, je connais pas. C'est 1 à 2%. Tout le reste, c'est environnemental. Mais pas que. On en parle d'ailleurs avec Ingrid Baillot à différentes reprises, soit l'épisode sur l'allaitement, soit l'épisode sur l'instinct maternel. Ça va aussi dépendre de la culture et de l'histoire de la personne. Ouais. Tu as des facteurs qui peuvent s'activer ou pas. Donc ça, c'est important. Moi, ce que je te conseille, du coup, vraiment, et c'est ce que je fais avec tous les gens qui vont devenir parents autour de moi et dont la mère a énoncé un souhait d'allaiter au sein, c'est un rendez-vous avant l'accouchement avec une consultante en lactation IBCLC. Okay. C'est important, c'est la certification internationale sur le sujet. Ce sont des personnes très très compétentes et le faire avant, c'est hyper intéressant. Ouais. Avec le père ou le coparent. Si tu veux un livre qui fonctionne très très bien, tu as le manuel très illustré de l'allaitement de Caroline Guyot qui est juste... moi, je l'adore. Je l'adore parce qu'il est illustré. Donc, c'était plus facile pour moi. C'est-à-dire que même moi, en tant que futur père et père, il y avait des images, c'était plus pratique pour moi. Il y en a d'autres qui sont très bien, qui existent, mais c'était pas ma tasse de thé. Ouais. T'as ça, et puis pour le papa, je recommande toujours mon livre parce qu'il y a une partie sur l'allaitement et sur le rôle du père et du coparent, parce qu'il y a un vrai rôle à jouer. Avant d'aller sur d'autres sujets comme ça de projet parental, justement, le père, le coparent, vous en avez parlé par rapport au postpartum le congé paternité, c'est un sujet qui te touche? Comment ça se passe? Ouais, oui, on a déjà évoqué le sujet et effectivement, c'est quelque chose où lui, pareil, il se renseigne aussi sur ces sujets-là. Par exemple, quand on écoute des épisodes de ton podcast ou ce genre de choses, où on a déjà écouté des épisodes de Bliss ensemble, voilà. C'est vraiment un sujet où je fais ça dans mon coin et voilà, c'est vraiment tous les deux, on s'intéresse à ça. Et lui, il trouve ça très intéressant aussi, le sujet de l'allaitement. Et on sait, par exemple, que typiquement, si moi, j'allaite, ça veut dire que les nuits, ça va plus être moi qui vais gérer, par exemple. Donc, ça veut dire que le jour, il faut que lui puisse prendre plus le relais et qu'on puisse équilibrer les tâches et que du coup, par exemple, ce soit lui qui, pendant toute cette période-là, gère 100% du ménage, faire à manger, etc., pour que moi, je puisse me concentrer à fond sur cette tâche-là. Donc, c'est des choses qu'on a déjà évoquées parce que aussi, quand on sort avec une féministe, ces sujets de charge mentale et tout ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et notre couple est loin d'être parfait là-dessus, même si on essaie de faire notre max. Donc bien sûr, tous ces sujets-là liés au postpartum et même après au fait d'avoir des enfants, on sait aussi que ça chamboule des couples, donc on en parle d'ores et déjà. Pour moi, c'est hyper important de m'assurer qu'il est sur la même longueur d'onde et que c'est pas après en ayant un enfant qu'on va se rendre compte qu'en fait non, lui il avait pas du tout prévu de voir ça comme ça, il avait pas prévu de pouvoir s'arrêter pour travailler, même si on sait que ça, le sujet de s'arrêter pour travailler, ça va être aussi quelque chose de compliqué parce que du coup on est tous les deux entrepreneurs. Ça s'anticipe. Voilà, on a du coup notre agence de com qu'on crée à deux. Donc là pour l'instant on est tous les deux, on aura juste des stagiaires, mais peut-être que d'ici 5 ans on aura des employés avec nous, donc qui pourront aussi nous relayer. Moi je vais avoir un statut de salarié, donc ça me permet aussi d'anticiper déjà. Je sais que je pourrais avoir droit à un congé maternité. Lui aura pas de statut de salarié, il sera un travailleur indépendant, donc ce sera à lui de préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre un congé paternité. Tu connais bien le sujet du coup.
coup. Exactement. donc voilà, mais ça, du coup, c'est des sujets qu'on sait déjà et qu'on anticipe déjà, on va dire. Et justement, tu vois, tu parlais des sujets anticipés. Moi, ce que je recommande toujours, c'est ce qu'on appelle préparer un projet parental. Tu vois, bon, on a parlé de l'allaitement. Quand je suis arrivé, on a discuté de différentes choses et je vous expliqué le concept de l'hygiène naturelle infantile. Ben ça, en fait partie aussi. Tu vois, est-ce qu'on prend des couches ? Est-ce qu'on prend des couches lavables ou pas de couches ? Si c'est des couches lavables, attends, comment ça se nettoie ? Qui va gérer le nettoyage ? Et ça, c'est important de se demander qui va gérer le nettoyage des couches lavables. C'est vrai. C'est du vécu, tu vois. C'est du vécu parce que moi, par exemple, tu vois, c'est le point où je me suis aperçu que je gérais pas, je ne savais pas gérer 100% du processus. Et c'était un problème, tu vois. Donc vraiment, tu vois, faut vraiment se poser toutes ces questions-là. La motricité et le cododo aussi. Tu vois, parce que tu parlais du sommeil, mais en fait, en soi, si tu veux, il y a quand même des choix, alors qui conviennent pas à tous et à toutes, hein, ça c'est important de le rappeler. Mais il y a quand même des choix qui permettent de fonctionner un peu différemment. Par exemple, si vous êtes en cododo et que tu allaites, je sais pas si tu le sais, mais la nature étant bien faite, quand tu allaites de nuit, c'est-à-dire que quand tu allaites et que ton corps sécrète de la mélatonine, eh bien, tu vas avoir un shoot d'hormones plus grand pour t'aider à te rendormir. Ok, intéressant. Et du coup, toi, tu vas être un peu fatigué, bien entendu, parce que ça te réveille un instant. Et ton mec, lui, par contre, il va pouvoir récupérer. Du coup, la journée, comme tu le disais, il peut enchaîner. Tu vois. Donc, il y a des trucs comme ça aussi à savoir. Après, il faut que ça colle à vos désirs et à vous aussi, bien sûr. Mais ça, vraiment, tu vas en parler avant. Parce qu'on fait des projets de naissance, comment est-ce que je vais accoucher, le consentement, les gestes médicaux, etc. Mais on ne pense pas au projet parental. Et ça, c'est un truc, je pense, qui se discute et qui permet de faire plein de choses. Et aussi, bien sûr, comment est-ce qu'on veut éduquer les enfants. Ah oui, ça, c'est un sujet pour moi qui est central, où vraiment c'est indispensable d'en parler avec son ou sa partenaire. Je ne vois même pas comment c'est possible. Et comment vous en parlez alors ? C'est venu assez naturellement aussi, dans le sens où on parle de tout un tas de trucs et que bien sûr, après c'est aussi venu plus par le côté féministe et tout ça, s'intéresser aux questions d'éducation non genrée, qu'est-ce que ça veut dire, de se rendre compte en fait de tous les stéréotypes de genre avec lesquels on a grandi, qui ont fait notre éducation, etc. Et de savoir, de se poser les questions, de se dire ok, nous en tant que parents, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire, qu'est-ce qu'on aimerait surtout, parce que des fois on se projette dans des trucs et après on se dit c'est pas possible. Donc ça, et puis par exemple on a aussi des enfants autour de nous, parce que moi ma maman elle est assistante familiale, donc j'ai deux petites sœurs d'accueil en fait qui ont bientôt 4 ans et 1 an, donc voilà. Mon copain, sa sœur a eu 2 enfants aussi, donc qui sont tout petits, et du coup on voit aussi des choses autour de nous, on se dit ah ouais, ça c'est super, j'aimerais bien faire ça pas du tout, je ferais complètement l'inverse, encore une fois au conditionnel. Non mais concrètement, concrètement, nous c'est beaucoup sur les questions de genre, de vêtements, par exemple la sœur de mon copain, du coup elle a eu une fille et puis un garçon. Et c'est vrai que, alors que eux pourtant sont assez ouverts sur la question, ils sont, je dirais pas qu'ils sont engagés féministes, etc., mais quand même ils sont au courant de ces choses-là. Et pourtant, en fait, moi ce qui m'a marqué, c'est qu'au démarrage, leur petite fille c'était à fond foot et tout ça. Et en fait, dès qu'il y a le petit frère qui est né, le projet foot est passé au petit frère, quoi. Genre elle, c'était plus foot, c'était danse. Et genre, c'est des trucs où je me dis mais pourquoi, genre en plus elle est super forte au foot, c'est trop bête. Ou pour les vêtements par exemple, où du coup quand son petit frère est né, non, on va pas lui mettre ce vêtement là, ça va pas, le petit frère il faut qu'il ait des petits dinosaures, et on va surtout pas lui mettre un body avec des fleurs, enfin des trucs comme ça où je sais que eux le voient pas en mode c'est inculquer des choses déjà genrées, etc., mais où nous d'un œil extérieur, parce qu'on s'intéresse à ces sujets là, tout de suite on le voit et on se dit mon Dieu, j'espère que je ferai pas ça avec mes enfants. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et il y avait aussi toute la question de, par exemple, savoir le sexe de son enfant avant la naissance, où moi c'est quelque chose où pendant très longtemps je me suis dit je veux le savoir, même en étant déjà renseignée sur le féminisme et tout ça, et où assez récemment, peut-être ces 2 dernières années, j'ai changé d'avis sur la question et je me suis dit en fait non, je veux pas le savoir, parce que je sais que dès que je vais le savoir, je vais déjà commencer à projeter des trucs et en fait j'ai pas envie. Enfin, mon copain, pareil. Mais après, encore une fois, ça se trouve,
on changera d'avis. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si jamais nous, on veut le savoir parce que vraiment c'est trop important pour nous au moment de la grossesse, c'est sûr qu'on le communiquera pas à notre entourage. Parce que c'est vraiment ma phobie d'avoir tout le monde qui se ramène avec des petits trucs roses et... Donc, voilà. Ou bleu. Mais même sans parler des vêtements. Ouais. C'est qu'on te dira dans le ventre s'il bouge que c'est un bagarreur. Ouais, c'est ça. C'est une fille, une future danseuse, etc. Ouais. Tu vois. S'il y a bien un truc qui m'angoisse sur le sujet de la parentalité, c'est pas forcément comment mon compagnon et moi on va élever nos enfants, parce que je sais que on fera forcément des erreurs comme tous les parents et qu'on aura sûrement plein de principes qu'on va pas réussir à tenir et tout ça, mais qu'on fera de notre mieux. Mais moi, c'est plus l'entourage, tu vois. De me dire, mais j'ai pas envie en fait que tous les efforts que je fasse soient balayés par les grands-parents qui vont venir dire des trucs qui vont m'énerver. Donc c'est plus ça le sujet. Je pense que c'est ça aussi qui est dur quand on devient parent, c'est qu'à la fois, il faut éduquer ses enfants, et en plus, quand on veut avoir une éducation féministe, etc., il faut aussi éduquer l'entourage. Et autant l'enfant, voilà, c'est notre enfant, on fait ce qu'on veut, autant l'entourage, les mamies qui ont 50, 60 ans, qui, elles, ont bien leurs idées, ça peut être compliqué. Comment tu te projettes dans une éducation que tu appelles féministe ? Pour moi, une éducation... Il y a le sujet du non-genré, si je comprends bien, mais quoi d'autre ? Déjà, percevoir l'enfant comme une personne avant de le percevoir comme une petite fille ou un petit garçon. Donc, tout de suite, vouloir l'orienter sur des choses très précises. Et puis aussi, quand je dis le percevoir comme une personne, ça passe aussi par respecter son intégrité, respecter ses choix, respecter son consentement, respecter son corps. Tout ça, c'est des choses où, pareil, je me suis éduquée dessus au fur et à mesure des années et où j'ai compris aussi que les enjeux des droits des enfants étaient extrêmement liés aux enjeux féministes. Typiquement, tout ce qui touche au corps, c'est hyper important. Et puis, ça peut être des trucs vraiment très banals, mais par exemple, ne pas forcer son enfant à faire des bisous à papy, mamie. Par exemple, nous, c'est un truc qu'on fait jamais avec notre nièce et notre neveu. Du coup, quand on va voir notre nièce, on lui dit toujours bonjour comme ça. Et si jamais elle veut nous faire un bisou, on lui dit ok, si tu veux nous faire un bisou, viens nous faire un bisou. Mais jamais on la forcera à nous faire un bisou. Alors que c'est vrai qu'on voit chez les autres générations mais si, viens nous faire un bisou. Oh, mais t'es pas gentil si tu veux pas nous faire un bisou et tout ça. Et à chaque fois je vois ça, je me dis mon Dieu, mais moi je dis rien parce que là c'est pas mes enfants, donc c'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Mais je me dis, si moi quelqu'un dit ça devant mon enfant, je le reprendrai forcément parce que je trouve ça insupportable, quoi. Pourquoi c'est pas à toi de dire quoi que ce soit ? Parce que je me dis que en tant que parent, j'aimerais pas qu'on fasse des remarques sur mon éducation et tout ça. Donc après, moi, surtout que c'est pas ma sœur, tu vois, genre si c'était ma sœur, je me permettrais de donner des conseils et tout ça. Là, c'est la demi-sœur de mon copain. Et du coup, c'est vrai que je me vois pas donner des leçons de parentalité, surtout qu'elle a 31 ans et que, objectivement, je trouve qu'elle éduque très bien ses enfants. C'est juste que moi, je ferais pas tout pareil. Mais voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, je trouve que nous, on a un rôle à jouer, par exemple, en tant que, du coup, tonton et tata, sur comment est-ce que nous, on va se comporter avec elle. Parce que on va lui envoyer des messages. Quand on lui dit non, t'inquiète pas, t'es pas obligé de nous faire un bisou si t'as pas envie. Elle le comprend quand même. Elle sait ce que ça veut dire. Et puis, nous, on va toujours offrir les cadeaux féministes, les jeux qui sont écolos, recyclés, les livres qui parlent justement de consentement, etc. Les relous, quoi. Voilà, les relous de la famille. Mais on adore être comme ça. Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'il y a des manières subtiles d'amener ces sujets-là quand on se sent pas forcément légitime à le faire. Si tu devais résumer ce que tu penses aujourd'hui de ce qu'est le rôle d'un parent, ce serait quoi ? Pour moi, le rôle d'un parent, ce serait vraiment d'accompagner au mieux l'enfant pour devenir un adulte épanoui et gentil. Important d'être un adulte gentil, dans le sens où... ça, c'est un truc aussi où je me dis qu'avoir un enfant, quand même, c'est quelque chose d'assez égoïste, au final. On donne naissance à un être qui n'a rien demandé. Donc après, il faut faire de son mieux pour que ce petit être vive... au mieux sur Terre et que tout se passe bien pour lui. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment on sait qu'on ne pourra pas le protéger de tout, mais de lui donner toutes les armes possibles pour que l'enfant s'épanouisse au mieux, qu'il puisse faire ce dont il a envie, qu'il puisse réaliser ses rêves, etc. Et d'être vraiment là en support et surtout de ne pas faire un enfant pour soi, en se disant je le fais parce que c'est... j'ai envie qu'il se fasse ça, j'ai envie qu'il devienne comme ça. Et je pense que ça donne des parents qui, du coup, veulent pas laisser leurs enfants grandir correctement, qui sont vraiment sur leur dos. Moi, j'ai eu combien de copines dans mon entourage qui ont été obligées par leurs parents de faire telles études
alors qu'elles n'avaient pas envie. Parce qu'au final, c'est des parents qui projettent trop quelque chose sur leurs enfants et qui acceptent pas que ce soit des personnes à part entière. Du coup, pour moi, je pense que c'est vraiment un challenge en tant que parent de... Voilà, on met un enfant au monde, mais il faut que l'enfant puisse vivre sa vie à lui et c'est pas une projection de notre vie qu'on doit en faire. Je sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, c'est mon idée. Il me tarde surtout de voir tout ça en pratique. C'est ça. Mais... C'est ça, c'est compliqué. Mais c'est l'idée de base, en théorie. Si je t'ai posé la question pourquoi pas intervenir quand c'est pas toi le parent, etc., c'est parce que c'est quelque chose que vous faites déjà quand vous relationnez avec cet enfant, donc c'est chouette. Mais parce que souvent, on a tendance à ne pas percevoir que au-delà d'être parent ou pas parent, on fait partie du groupe social adulte versus groupe social enfant. Et que des fois, en fait, intervenir, pas en disant non, mais c'est bon, mamie, tu vas pas l'obliger à faire un bisou, mais plutôt en s'adressant à l'enfant, en disant mais tu sais, t'es pas obligé de faire un bisou à mamie, c'est comme nous. En fait, c'est lui montrer des choix, des possibles qui n'existent pas forcément, et du coup aussi des comportements d'adultes qu'il ou elle ne va pas forcément rencontrer dans ses endroits habituels, parce que tu parlais aussi tout à l'heure de la grande sœur qui a changé et tout. Quid de l'influence de l'école dans le changement de choix genré, de sport et tout, tu vois, parce que l'éducation n'est pas fournie que par les parents. Ça, c'est important de s'en rappeler, par toute une communauté éducative, et tous les adultes font partie d'une communauté éducative. Donc c'est pas évident. Et sur le rôle de parent, écoute, je te laisserai découvrir. Oui, voilà, je pense que quand je réécouterai cet épisode dans quelques années, je me dirais, bon, t'avais des idées, après, faut voir ce que ça donne en vrai. Et puis, en plus, si ça se trouve, mes idées vont évoluer aussi d'ici là. Bon, en tout cas, là, au jour, voilà, je sais pas le combien on est le 18 décembre 2023, j'ai 23 ans, et voilà comment je me projette sur ma parentalité. Il y a un épisode que je recommande toujours, c'est mon épisode 13 avec André Stern, pour vraiment essayer de faire un vrai pas de côté sur notre vision de l'enfance, la relation à l'enfant, et c'est un épisode qui vient vraiment nous chercher dans les tripes, qui est très très intéressant. Et il y a aussi un épisode qui est sorti là, au mois de janvier avec John Smith, qui va parler vraiment du lien d'attachement. Donc voilà, ça peut, je pense, faire des bases très très solides pour faire tout ça. Et puis après, il y a aussi le sujet de l'infantisme. J'ai un épisode avec Lélia Benoît aussi sur le sujet qui est hyper intéressant, mais bon, là, on va pas développer ça maintenant parce qu'on parle de toi quand même. Oui. Et toi, du coup, on a parlé du fait que vous échangez avec ton compagnon sur ces sujets, et c'est très chouette. Tu as écrit un livre sur justement la relation au corps, etc. Comment est-ce que tu crois que ce savoir, d'avoir fait ce livre, va t'aider dans ton futur rôle de parentalité, ton rôle de mère, en l'occurrence? Je pense que ça va m'aider dans le sens où, là, j'ai eu plus une approche quand même sur les ados. Donc, je l'ai pensé à la fois comme, vu que j'ai 23 ans et que je suis pas si vieille que ça, je l'ai aussi pensé, j'ai eu un peu une double pensée là-dessus. C'est-à-dire que je l'ai pensé en tant que moi, ado, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir, et aussi en tant que parent, ce qu'on pourrait avoir envie que nos enfants lisent. Voilà, j'ai essayé de me placer un peu entre les deux. Et pour moi, en fait, dans ce livre-là, j'ai essayé de donner les clés justement à un ado pour avoir toutes les informations nécessaires sur son corps, savoir comment est-ce qu'il fonctionne, sur la sexualité, sur l'identité, enfin voilà, sur toutes ces questions-là. Pour les ados qui ne peuvent pas trouver ces réponses-là auprès de leurs parents, ils puissent les avoir ici. Et aussi pour tous ceux qui, même s'ils s'entendent très bien avec leurs parents, n'ont pas forcément envie d'évoquer ça avec eux. Alors ton livre s'adresse aux ados. Ouais. Moi, j'ai des parents d'ados ou de pré-ados qui m'écoutent. C'est vrai que c'est des sujets hyper importants. Alors, il y a différents sujets dans ton livre, mais sur le sujet de la sexualité et de la vie intime et affective. Toi, tu avais fait un livre qui s'adresse aux ados, mais quel conseil tu aimerais donner aux parents là, qui nous écoutent pour évoquer ces sujets avec leurs ados? Déjà, je pense que le fait d'offrir un livre sur le sujet, alors ça peut être le mien bien sûr, mais même si c'est un autre... Il y a beaucoup d'autopromo dans cet épisode, entre l'autre et l'invité. Mais même si c'est un autre, il n'y a pas de souci. Mais le fait déjà d'offrir un livre sur le sujet à son enfant, ça montre qu'on est ouvert à ce propos-là. Et je pense qu'en lui donnant, on peut dire, je t'offre ça, comme ça tu as les réponses dont tu as besoin. Mais si jamais tu veux discuter avec moi, je suis disponible. Et par contre, c'est bien de ne pas forcer la discussion, parce que on est aussi à une période de notre vie où justement l'intimité et tout ça, c'est des choses qui nous questionnent, notre corps change, on sait pas trop où se positionner, on peut être gêné par rapport à ses parents, par rapport à certains trucs, on n'a pas envie de tout leur dire, et des fois on est gêné aussi en tant qu'ado de se dire oh mais mes parents savent que je m'intéresse à ces sujets-là, la honte, j'ai pas envie d'en parler avec eux, c'est trop gênant, etc. Donc je pense que l'idée c'est de trouver un juste milieu, juste de dire qu'on est là,
qu'on est dispo si l'enfant a des questions, enfin si l'ado en l'occurrence a des questions, mais ne pas forcer le prendre entre quatre murs et dire alors vas-y raconte-moi, toi la pornographie, t'en regardes, comment ça se passe, t'en penses quoi? Après tout dépend de la relation qu'on a avec son ado, mais je pense que globalement c'est l'idéal pour braquer la personne en fait. Alors, c'est vrai que je pense que moi, dans l'idée, c'est d'éviter d'en faire un tabou dès les premières années. Malheureusement, c'est pas tout à fait, c'est pas toujours possible. Et puis nous, on a parfois des bagages. Ce que je retiens surtout dans ce que tu disais, c'est que on peut offrir ce livre, alors ce livre ou un autre, hein, bien sûr, mais ne pas s'arrêter à ça. Vraiment, cette deuxième partie de phrase que tu as dit en disant, voilà, t'as des réponses là-dedans, mais je suis disponible pour en parler. Parce que bien souvent, et moi, ça a été mon cas quand j'étais ado, on m'a dit, t'as des réponses là-dedans. Débrouille-toi. Voilà, tiens, ta gueule. Voilà. Voilà. Et non, mais c'est vraiment hyper important. Tu vois, c'est que moi, tu vois, j'ai grandi, on m'a jamais parlé de consentement et tout. Ouais. Et l'éducation à la vie intime et sexuelle, elle se faisait. Alors bon, dans un livre qui était en fait un livre technique sur les positions du Kama Sutra. Donc, Wow. voilà. Ouais, ça fait directement. Alors, ça donne des compétences, mais ça t'apprend pas la relation. Oui. Tu vois, c'est vraiment technique. Et de reste, en fait, tu l'apprends sur le tas, en effet. Et tu te rends compte, en effet, à des années plus tard, que t'as pas forcément été toujours dans le respect du consentement, même si tu pensais être, en tout cas c'est mon cas, un mec bien avec les guillemets, tu vois, mais tu t'aperçois que non, pas toujours. Et si on peut essayer d'éviter ça pour l'avoir vécu, cette remise en question et cette culpabilité à nos futurs garçons, en l'occurrence pour moi, ça peut être hyper intéressant. C'est ce que tu évoquais un peu, c'est aussi l'adolescent ne va pas forcément parler avec nous, ou on n'est pas forcément nous à l'aise pour en parler avec. Oui, aussi, tout à fait. Peut-être qu'on peut rediriger vers des personnes, des assos qui peuvent prendre le sujet. Il y a un autre sujet qui est abordé dans ton livre, c'est la santé mentale. Alors déjà, comment est-ce que toi, en tant que future mère, imaginons, tu comptes intégrer ça, parler de la santé mentale dans le parcours de vie avec tes enfants? Je pense que l'idée, ce serait de valoriser le fait d'exprimer ses émotions et ses sentiments. Moi, je sais que j'ai grandi dans une famille qui est très pudique sur les sentiments et j'adore mes parents, je les aime de tout mon cœur. Je sais qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient aussi avec eux, leurs armes en tant que parents et comment ils avaient été éduqués, etc. Mais c'est des personnes très pudiques sur leurs émotions qui ont du mal à s'ouvrir, qui ont du mal à parler et qui, du coup, ne m'ont pas forcément invitée à exprimer mes émotions quand j'étais petite. Et du coup, ça a fait que moi qui suis très très sensible et qui ressent beaucoup de choses, j'ai beaucoup été tournée vers l'intérieur en fait. Et donc maintenant j'essaie de travailler ça et maintenant je suis beaucoup plus dans l'expression de mes émotions et tout ça. Mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que justement après on peut se retrouver en étant ado en se disant mais en fait ça bouillonne trop à l'intérieur, j'arrive pas à m'exprimer, je ressens trop de choses et voilà. Ma sœur ça a fait pareil, elle qui est très très émotive aussi. Donc je pense que déjà la première base pour la santé mentale, c'est vraiment d'encourager le dialogue, de valoriser aussi les émotions, de valoriser le fait de pleurer quand on a besoin de pleurer, de pas dire les trucs hyper sexistes, bien sûr, du genre t'es un garçon, tu pleures pas, bah non, si t'as envie de pleurer, tu pleures, y a pas de problème. Toutes ces choses-là, et ça passe aussi par du coup le modèle qu'ils vont voir de leurs parents, où je me dis mais en fait faudra aussi que, parce que c'est bien de dire des choses mais il faut surtout aussi le faire soi-même, donc réussir aussi à nous en tant que parents communiquer à nos enfants comment on se sent, si on se sent en colère, bah expliquer pourquoi est-ce qu'on est en colère sans leur crier dessus. Enfin je pense que tout ça c'est tellement un travail titanesque parce qu'en fait faut toute notre éducation et tout ça, faut tout reprendre ça différemment, même si que ce soit mon copain ou moi, on a eu quand même des très bons modèles éducatifs et tout ça, mais il y a plein de choses quand même qu'on voudrait faire différemment et du coup ça demande un gros travail, mais du coup l'ouverture sur les émotions pour moi c'est vraiment le premier truc, et aussi le fait de ça je l'ai vu récemment, je sais plus quelle créatrice que je suis qui en a parlé, mais c'est le rapport au secret quand on est enfant, leur dire qu'ils peuvent nous parler de tout pour éviter qu'ils se retrouvent à garder des choses pour eux ou pire à subir des comportements illégaux et à pas oser en parler, etc. Enfin je pense qu'il faut vraiment être dans un truc de dialogue à fond, de communication. Donc je pense qu'encore une fois c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas ce serait ça mon idéal. Alors la notion de secret en effet elle est hyper importante hein. On en parle nous avec Tessie Van der Hagen de Yes Tess Family dans un épisode sur le sujet. Nous ce qu'on suggère plutôt, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des petits secrets tu vois, les cadeaux de Noël ou quoi, nous on appelle ça des surprises. En fait c'est vraiment essayer de
d'écarter le mot secret le plus possible, parce qu'en fait, le mot secret, il ne sert... Enfin, c'est un terrain fertile pour les agresseurs sexuels sur les mineurs, donc voilà, faut pas se mentir. Donc ça, c'est vraiment important. Je te rejoins aussi sur le fait que, ben voilà, exprimer ses émotions. Après, le grand défi, ça sera aussi d'exprimer les vôtres. Ouais, c'est ça. Potentiellement ton mec aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que, en effet, tu as tout à fait raison. Si tu dis à ton petit garçon qu'il peut pleurer, mais qu'il ne voit jamais son papa pleurer, il y a un truc qui ne fonctionnera pas, en fait, dans le modèle, tu vois. Donc, bah oui, c'est tout le challenge, parce qu'à la fois, on sait dans la théorie ce qu'il faut transmettre, mais c'est pareil, on se dit, en fait, nous, on va être aussi des adultes avec nos vécus, nos biais et tout ça, et il faut réussir à aller au-delà de ça. Et c'est ça qui est aussi un peu... angoissant quand on se projette dans la parentalité, parce qu'au final, je pense que quand on se pose moins de questions, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on se pose beaucoup de questions et qu'on a envie de vraiment bien faire, du coup, on se dit, OK, il y a ça aussi, il faut y penser. Enfin, il faut vraiment penser à tout. Effectivement, l'idée de d'écrire un peu un projet de parentalité, ça peut être pas mal. Alors après, ou pas. Ça, c'est important. Je voulais arriver sur ce point. C'est que, tu vois, quand tu parles de toi, tu parles d'une personne qui a l'air d'être petit peu perfectionniste, oui. Très exigeante avec elle-même, très exigeante avec... alors, je ne sais pas quel rapport à l'erreur tu as, mais j'entends que ça peut être compliqué, en tout cas. Dans ça s'améliore. Ça s'améliore. Et tu vois, t'évoquais tout à l'heure, tu avais utilisé le mot culpabilité. La culpabilité à la maternité, il faut faire gaffe, tu vois. Ouais, on parle de santé mentale. C'est un vrai sujet sur lequel il faut faire gaffe. Et du coup, je vais me permettre un conseil pour toi. C'est un truc que je pense vraiment tous les parents devraient savoir, c'est que déjà, tout se répare. Tu ne voudras pas crier sur ton enfant ou ton mec, ça arrivera. Oui. Je m'en doute. Ça arrivera. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait. On peut voir ça comme une opportunité de transmettre à l'enfant une compétence de « Ok, j'ai eu un comportement inadapté par rapport à une émotion qui, elle, est légitime. Je vais montrer comment est-ce que je répare ça et comment est-ce que sur la durée, j'arrive à évoluer. » Je vais dire quelque chose là, du coup, qui va être un petit peu dans l'injonction, mais ne vous flagellez pas à la moindre erreur. Oui, c'est sûr. Tu vois. Sûr. Il faut, la relation faut ne se joue pas. Mais tu sais, c'est comme une relation entre adultes. Oui. Il y a des fois où on s'engueule dans le couple. Est-ce qu'une engueulade, c'est ce qui définit Alors, si c'est ce qui définit la totalité de la relation, il y a un autre problème, on en parlera dans le bonus. Mais, c'est sûr. mais est-ce que c'est ça qui définit notre relation ? Non. Est-ce qu'il y a des fois, tu vois, moi par exemple, j'essaie d'être, tu vois, ma compagne qui est enceinte, qui est très fatiguée, j'essaie d'avoir toujours de l'énergie disponible pour l'écouter. Elle se plaint énormément. Il faut que ça sorte et donc je la soutiens, tu vois. Mais il y a des fois où j'ai pas l'énergie et où je dis, la chérie, je suis désolé, je peux pas, quoi. Demain, mais là, il faut que je dorme, j'y arriverai pas. Est-ce que c'est ça qui définit notre relation ? Non. Après, il faudrait poser la question à elle de ce qu'elle retient, tu vois. Mais non, en tout cas, moi, je m'enlève la culpabilité. Voilà, c'est vraiment ce sujet-là. Si tu devais avoir comme ça quelques valeurs clés, 2, 3, que tu voulais vraiment transmettre à ton enfant, tes enfants plus tard, ça serait quoi ? Une des premières, ce serait la communication, du coup, de réussir à bien être ouvert et discuter de ce qu'on ressent, etc. Une autre valeur, ce serait l'empathie. Pour moi, c'est vraiment la valeur, je pense, la plus importante à mes yeux. Enfin, je pense que moi, c'est ce qui me définit vraiment. Et certes, des fois, ça me cause du tort d'être trop empathique. Mais je pense que c'est quand même une valeur qui est hyper importante et qui permet d'être une personne gentille. Et encore une fois, je pense que c'est très important d'être une personne gentille et bienveillante. Et une troisième valeur, ce serait la confiance en soi pour que mes enfants osent faire des choses et qu'ils aient pas peur justement d'être eux-mêmes et qu'ils suivent ce qu'ils ont envie de faire sans avoir peur de décevoir leurs parents ou quoi que ce soit, parce que ce sera jamais le cas justement. Merci beaucoup. Alors du coup, tu m'as donné envie d'une dernière question. Ouais, parce avec que plaisir. Tu es revenu une nouvelle fois sur l'importance d'être gentil. Ouais. Qu'est-ce que tu fais si, imagine, on se projette, qu'est-ce que tu fais si demain tu apprends que tu as un petit garçon et que ce petit garçon est grandi et qu'il harcèle des gens à l'école ? Du coup, il est pas gentil ? Je serais déçue. Après, faut comprendre le contexte aussi. Est-ce que lui, il est aussi harcelé et que du coup, c'est pour ça qu'il harcèle les autres ? Est-ce que, pourquoi essayer de comprendre ? En fait, je pense que si j'apprenais que mon enfant harcelait un autre enfant, déjà, je serais hyper déçue.
parce que je me dirais, mais en fait, toutes les valeurs que j'essayais de lui transmettre, c'est un échec, en fait. S'il est comme ça, je m'en voudrais énormément, la notion de culpabilité. Et je pense qu'après, j'essaierai de discuter avec lui et d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que il y a un copain, lui, qui a fait ça et que du coup, lui, il s'est dit, je veux le faire aussi pour être intégré dans le groupe, et parce que si je dis rien, c'est moi qu'on va harceler. Enfin voilà, essayer de comprendre pourquoi il fait ça, et après, en fonction des raisons, aviser sur ce qu'on peut faire, comment aborder le sujet, comment discuter. Voilà. Mais je pense que c'est pour ça que justement j'insiste beaucoup sur la notion d'empathie, parce que je pense que quand on est une personne empathique, on peut éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Et plus jeune, imaginons à la crèche, il tape et il mord d'autres enfants. Tu vois, donc imaginons, il parle même pas, ton enfant. Ouais, là c'est un peu un autre sujet. Je suis pas experte sur les tout petits, mais je suppose que si un enfant mord et griffe et tout ça, je pense que c'est pas du tout une réaction méchante et réfléchie pour faire du mal à autrui. Donc c'est un petit peu différent à mon avis. Alors dans tous les cas, il y a un truc, moi, que j'aimerais que les gens retiennent, en tout cas l'auditoire retienne, c'est que dans tous les cas, que ce soit dans les deux situations qu'on a évoquées, nos comportements ne définissent jamais la personne que nous sommes. Ouais, c'est sûr. Et c'est important de bien distinguer les deux. Donc voilà, écoute, j'espère que cette pression de la gentillesse ne sera pas trop présente. Il me tarde du coup qu'on puisse en reparler éventuellement. Ouais, écoute, quand tu seras prête, un épisode dans 15 ans. Oui, ça sera hyper intéressant. Chiche, ça sera hyper intéressant. Écoute, pourquoi pas, avec plaisir. On réécoutera, on mettra des extraits de moi qui parle, et puis moi 15 ans après qui dit mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça. Et attends, encore j'étais cool, on n'a pas abordé les écrans, les produits maison, tu vois. Je suis resté sur des sujets très vagues parce qu'on aurait pu partir sur les écrans, le fait maison, tu vois. Parce que j'imagine que tu as peut-être aussi une pression là-dessus que tu vas te mettre. Oui, c'est sûr. Après, en fait, à la fois, je me mets une pression, et en fait, je trouve que c'est ça qui est bien avec les contes qui parlent de parentalité et tout ça, c'est que à la fois ça te donne des clés sur certains points et tout ça, mais en même temps, ça te permet aussi d'enlever de la pression. Justement, sur les thématiques des écrans, en mode, oui, on sait, faut pas les mettre toute la journée devant les dessins animés, mais ça fait pas de toi un mauvais parent si tu le laisses regarder un dessin animé de temps en temps parce que t'as besoin d'avoir 5 minutes tranquille et de souffler. Bien sûr. Voilà. Et du coup, je pense que c'est ça qui est important, c'est que c'est bien d'avoir des principes et tout ça, mais faut pas oublier qu'après, c'est aussi en pratique comment on fait. Et que faut pas non plus moi j'en rigole parce que je sais que je suis perfectionniste et tout ça, mais je sais très bien que faudra pas aussi que je m'auto-flagelle sur certains trucs, et c'est pour ça que tout ce que je dis je le dis aussi avec légèreté, dans le sens où je sais que là c'est mes idéaux comme ça à 23 ans, mais si tu m'avais interrogé il y a 5 ans, j'aurais dit complètement autre chose. Si tu m'interroges dans 5 ans, ça se trouve, je serai enceinte et je dirais encore autre chose, parce que là, je serais très proche du but et je me dirais, oula, en fait, on va revoir certains points. Donc voilà, je pense que c'est important toujours de pouvoir doser les choses, de savoir mesurer et de prendre un petit peu plein de choses par-ci par-là de ce qui nous intéresse et ce qui nous semble bien, et d'en faire un micmac pour créer sa façon d'être parent. Merci beaucoup, Capucine. J'invite les gens qui voudraient réagir à ça, qui se reconnaissent en toi avant d'être parent ou en tant que futur parent, à ne pas hésiter à réagir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur SpeakPipe. Il y a un lien dans la description du podcast pour pouvoir laisser un audio et donner son avis ou témoigner. Et je te remercie beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.